Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à la première semaine du Tour de France. Donc je vous avais déjà fait un premier podcast dans lequel on parlait des favoris tout simplement. Donc la victoire globale, générale du Tour de France, on avait profité pour en parler quand même un petit peu des équipes. Mais cette fois-ci, on rentre dans le dur du parcours. On se penche donc aujourd'hui sur les 9 premières étapes, avec l'étude du profil à chaque fois. Et puis, on discute du profil, des différentes stratégies qui pourront être mises en place par les équipes en fonction de ce qu'on peut tirer du parcours, parce que c'est quand même le parcours qui fait un peu la course. Et ça permettra aussi de parler de certains quadres dont on n'a pas encore eu l'occasion de parler. Donc on commence tout de suite avec l'étape numéro 1, l'étape qui part donc de Florence et qui arrive à Rimini en Italie, étape 100% italienne. Une étape inaugurale très dure, on va pas se mentir. 206 km, 3800 mètres de dénivelé positif. Euh, c'est pas là pour amuser la galerie. Au total, on compte 7 ascensions répertoriées, des troisième et deuxième catégories, donc c'est pas rien non plus. Pour une arrivée qui sera, elle, en plaine. Donc, je vous laisse regarder le profil, mais globalement, on a un peu départ en plaine. Ensuite, ça monte, ça descend pendant longtemps. Et puis, arriver en plaine sur à peu près les 15 derniers kilomètres, après une descente sur le dernier col. Euh, Ce qu'il faut retenir de cette étape, c'est qu'elle est très difficile, c'est ce que je disais. Il y a un premier enjeu tout d'abord, c'est pas le plus important, mais c'est le maillot de la montagne. On a dit donc qu'il y avait 7 arrivées de col, ce qui veut dire qu'il y aura quand même beaucoup de points. Et puis on sait qu'en première semaine, quand on amasse beaucoup de points, on peut garder le maillot assez longtemps. Donc ça sera un gros enjeu, notamment pour les équipes invitées. Je pense que les équipes françaises auront à cœur d'avoir un coureur dans l'échappée matinale. Donc premier élément, c'est que contrairement aux autres années du Tour de France où si la première étape est plutôt plate, on a une échappée qui part assez vite, même souvent au kilomètre zéro. Là, peut-être qu'on aura un peu de bagarre pour l'échappée. Je pense que l'échappée n'ira pas au bout, évidemment, parce que c'est la première étape, donc il y a le maillot jaune à aller chercher. Mais en tout cas, déjà, beaucoup de points pour la montagne, ça sera important. Euh, et sinon, donc j'envisage un scénario plutôt contrôlé par les équipes de sprinteurs, je dirais. En fait, c'est assez difficile à dire. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'UAE va rouler très très vite dès la première étape, puisqu'en effet, il y a le terrain pour rouler vite. Euh, et ça serait l'occasion déjà de tester Pogacar. Là, c'est la toute première étape du Tour. On a bien vu sur le Giro, on a eu des grosses défaillances dès la première étape parce qu'elle était aussi difficile. On pense notamment malheureusement à Romain Bardet, à Timon Arensman qui avait craqué ce jour-là. Là, on peut faire craquer des mecs qui sont déjà pas bien dès le jour 1 parce qu'ils sont pas encore rentrés dans le rythme, tout simplement. Et donc déjà faire gagner du temps par rapport à d'autres coureurs. Mais là, c'est plus le Tour d'Italie, c'est le Tour de France. On calcule quand même un peu plus ses coups de pédale. Je suis pas certain que UAE fasse rouler à fond. Ce qui me fait dire ça, c'est notamment la dernière ascension, qui est pas la plus dure, 7 km à 4,7%, c'est roulant. Là, les ascensions d'avant, elles sont pas très longues, elles sont un peu plus dures, mais pas très très longues. Même si elles s'enchaînent très bien et qu'il n'y a pas un mètre de plat, le sommet de la dernière bosse, il est quand même à 25 km de l'arrivée, et c'est pas la plus dure, c'est un long faux plat montant. Enfin, un long faux plat. C'est à 5% quasiment, mais on se comprend. Donc en fait, je suis pas certain que ça soit une stratégie qui sourit vraiment à un homme seul. En tout cas, ça c'est impossible. Donc peut-être un groupe d'outsiders qui sortirait dans le dernier col, mais je vois mal en fait la UAE faire péter pendant toute la course, très clairement. On pourra en discuter, mais peut-être que sur l'étape 4, il y a moyen de faire un truc. Peut-être même plutôt sur l'étape 2 de sortir. Mais là, très difficile, mais je pense pas non plus que les équipes de favoris vont se dévoiler dès ce jour-là. Donc ça c'est mon petit bet. C'est possible que ça soit pas du tout ce qui se passe et que UE roule comme des zinzins, sans trop réfléchir comme ils ont l'habitude de le faire. Mais là, je pense qu'on peut avoir plutôt d'autres profils qui vont briller. On peut penser peut-être à Van Aert par exemple, qui pourrait passer ces bosses-là s'il est dans un grand jour et puis régler tout le monde au sprint. Van Aert, évidemment, la grosse question c'est qu'en est-il de sa préparation? Van Aert qui a chuté donc à travers la Flandre, qui ensuite a mis du temps à revenir, qui a fait un tour de Norvège totalement anonyme. Il a fait quand même quatrième et troisième sur des sprints massifs, mais sinon il était à la rue quand ça montait. Là, il a fait une belle impression sur les championnats de Belgique, mais il n'y avait pas de dénivelé. Il a fini cinquième. Est-ce qu'il sera en forme? C'est pas certain. Donc Van Aert, s'il est en forme, mais donc c'est un élément qui reste quand même assez flou. Moi, je pense Mats Pedersen pourrait peut-être passer, surtout s'il n'y a pas de grosse équipe qui prend en main le truc. La Trek, Lidl Trek, on sait que c'est une équipe assez importante.
ils ont la capacité de maintenir un tempo qui fasse du bien à Pedersen. Donc je pense que Pedersen pourrait peut-être être là. Du même acabit, un peu, on aurait peut-être Van Der Poel qui serait là. Philipsen, je pense que ça sera trop dur, donc on jouera plutôt la carte Van Der Poel à mon avis. Van Der Poel, je me fais pas trop de soucis sur le fait qu'il sera là. Après, il reste la question de son état de forme aussi. On sait que lui, son gros objectif, c'est les JO. Est-ce qu'il sera déjà assez fort sur le Tour de France? Parce que là, clairement, c'est une étape où il pourrait partir dans la dernière montée, et puis plus personne lui roule dessus parce que derrière, c'est un peu désorganisé. Peut-être côté français, Axel Laurence qui pourrait tenir, je sais pas trop. Après, moi, je vois plutôt des profils de mecs sprinters un peu plus costauds, des Matthews, des Kort Nielsen. Euh, à coup sûr, ils devraient être là pour l'arrivée, je pense, et ça sera des très gros clients. Un peu moins fort au sprint, mais un peu dans la même veine, on pourrait avoir des peut-être Ballerini qui était très fort sur le Giro, si je dis pas de bêtises, Fred Wright, Alexa Ramburu, peut-être, je sais pas. Binyam Girmay, c'est possible qu'il soit là si ça roule pas trop vite. Axel Zinglet, un peu dans la même veine, Paul Lapera pour les Français, Dorian Godon à la rigueur. Puis après, on peut peut-être avoir des attaquants aussi. Et en termes d'attaquants, ça serait pas forcément des leaders pour le général cette fois-ci. Mais moi, je peux envisager une attaque de Pitcock. Après, Pitcock, à ce moment-là, il aura pas encore décroché du général, donc vu que c'est la première étape, pas sûr qu'on le laisse sortir. Mais sinon, un groupe de Flandriens, plutôt d'Ardennais, ça peut sortir. Je sais pas moi, un Pitcock, Bettiol Williams, Stephen Williams. Je pense que ça peut sortir, peut-être avec Lascano, Romain Grégoire, ce genre de gars. C'est possible. Ou alors Pogačar qui attaque, qui est dans un petit groupe et qui règle tout le monde au sprint. Même si j'y crois pas trop à l'hypothèse UAE. Donc c'est sympa parce qu'on a une première étape avec énormément d'enjeux. Donc déjà le classement de la montagne, peut-être voir des leaders déjà un peu en difficulté parce que c'est la première étape. Et puis en termes de scénario pour le maillot jaune, on peut avoir vraiment des profils assez variés. Donc moi c'est une étape qui me plaît vraiment bien. De toute façon, le tracé en Italie, je le trouve vraiment bien fait. Donc première étape vraiment très intéressante. Et je pense que les vrais sprinteurs évidemment passeront pas. Deuxième étape, c'est l'étape qui arrive à Bologne, qui fait 200 km, donc encore une étape assez longue, avec des petits murs. Donc disséminés au cours du parcours. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un circuit final autour de Bologne qui passe par la côte de San Luca. Et la côte de San Luca, c'est très très dur. C'est 2 kilomètres à plus de 10%. Donc c'est pas rien. C'est vraiment un gros mur, c'est une route étroite, euh, descente un petit peu technique, puis circuit urbain. Donc ça peut vraiment profiter aux attaquants. On passe 2 fois dans la côte de San Luca. Ensuite, il y a une petite remontée en plus après avec le Monte Albano, mais un peu moins dur que la côte de San Luca, par exemple. Pardon. Et surtout le deuxième passage au sommet de la côte de San Luca, et il est seulement à 12 kilomètres de l'arrivée. Et ensuite, ça remonte un petit peu, donc on va dire 10 kilomètres de l'arrivée en haut de la dernière bosse. Ensuite, ça redescend, c'est un circuit urbain, donc pas certain que les équipes de sprinteurs aient le temps d'être totalement organisées pour revenir sur les fuyards. Et aussi, il y a des bonifications au sommet de la côte de San Luca. Autant en première étape, on n'est pas certain qu'il y ait des grosses différences entre les leaders, autant en deuxième étape, eh ben, on va peut-être aller se battre pour les secondes de bonif. Et donc ça sera vraiment un scénario qui peut être intéressant. Encore une fois, je mets de côté l'échappée pour l'instant. Euh, Est-ce qu'on peut durcir dès le premier passage de la côte San Luca? Je suis pas sûr. Je pense que tous vraiment va se jouer dans la dernière ascension. C'est très très sec hein, comme étape. Il faut être très bien placé. Il y aura un énorme sprint pour être placé en bas du mur, puisque c'est une route étroite. Euh, Ça peut convenir aux attaquants. Après, je pense qu'il y a aussi une donnée à prendre en compte, c'est que le maillot jaune sera quelqu'un qui devrait tenir dans cette cote. Donc on aura probablement une équipe qui va rouler à fond pour essayer de le garder. Euh, alors, est-ce que c'est pour les punchers ou est-ce que c'est un peu pour les favoris? Avec les bonifs, on peut voir Pogacar faire le sprint. Donc on va se demander quelle sera la stratégie pour eux. Est-ce qu'on essaye de faire sortir Poggi dans ce mur-là ou alors on se dit bon, c'est le Tour de France, mon coco, c'est pas le Tour d'Italie, tu fais la bonif puis tu te relèves. C'est un peu comme les étapes qu'il y avait eu autour du Pays Basque l'an dernier avec Vingegaard qui suit Pogacar mais qui ne relaie pas. Euh, Moi j'ai une pensée quand je vois ce profil à Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, on sait qu'il est dans une forme incertaine, mais sur le papier c'est vraiment le genre de truc où il attaque dans le mur, puis ensuite il roule et plus personne ne le revoit. Donc ça dépendra de son état de forme. Puis après, on a des gros punchers qui peuvent sortir. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas la Philippe côté français, mais Van Aert, encore une fois, c'est toujours un peu la question, est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il sera pas là? Euh,
Mathieu Van Der Poel, Thomas Pidcock, Stephen Williams pour Israël, évidemment, ça peut attaquer. Alberto Bettiol, même aussi Carapace, pourquoi pas pour la IF qui pourrait attaquer dans cette cote. Côté français, pour la Groupama, euh, Lenny Martinez pourrait attaquer, très clairement. Romain Grégoire aussi, peut-être plutôt un profil quand même pour Romain Grégoire. Ben Illy, même aussi pour la IF, j'avais oublié qu'il était là. Mais ça, c'est des coureurs qui ont des profils vraiment ardennais, qui pourraient s'en sortir. J'aime bien aussi, pourquoi pas, Bouitrago pour la Bahreïn. Donc vraiment, on peut avoir là des beaux punchers qui sortent dans cette cote. Euh, et pas certain que les équipes de sprinters arrivent à s'organiser suffisamment, surtout s'ils sont mal placés, puisqu'on sait que c'est une route étroite. Je sais pas s'il y a des équipes de sprinters qui vont être capables de revenir sur les fuyards dans les 10 derniers kilomètres, surtout si le circuit est assez urbain. C'est pas toujours profitable aux équipes de sprinters. Donc, est-ce qu'on se demande, est-ce qu'un mec comme Philipsen peut tenir sur un effort si court? Pedersen, Michael Matthews, Magnus Cort, je sais pas. Marine Vandenberg, pourquoi pas. Après, pour les vrais purs sprinters, ça sera trop dur et ils vont péter. Et je pense qu'ils n'auront pas le temps de se replacer pour le sprint. Ils auront dépensé trop d'énergie. Je parlais de Wout van Aert, mais quid de Matteo Jorgensen, par exemple, qui pourrait aussi profiter d'un petit marquage pour attaquer et partir, puisqu'il y aura encore Vingegaard dans l'équation à ce moment-là. Et puis côté français, si ça se joue dans un petit groupe, pourquoi pas Paul Lapera. Ça me fait aussi un peu penser à la deuxième étape autour du Pays Basque, où il y aura beaucoup d'enjeux, puis un mec qui fait le tour coup du kilomètre comme Victor l'a fait. C'est dommage que Lafay ne soit pas là. D'ailleurs, je ne sais toujours pas quelle est sa condition physique. On sait qu'il avait eu des problèmes au genou, un temps annoncé sur le Tour de France, mais il est toujours pas en forme, donc il sera pas là. Mais pourquoi pas un coureur qui fait un coup du kilomètre, comme à l'époque Victor l'a fait. On a beaucoup parlé sur ces deux premières étapes. Troisième étape un peu plus classique, très très longue. Je crois que c'est l'étape la plus longue du Tour, 229 kilomètres. On arrive à Turin en ayant quelques difficultés sur le parcours, mais c'est du pipi de chat. Donc là, petite échappée, parce qu'il y a quelques points à aller prendre, mais 3 points de la montagne à aller chercher, c'est pas grand-chose. Mais petite échappée publicitaire quand même. Puis après, ça finit par un bon sprint des familles. Donc là, on va se pencher un peu sur les sprinters. Donc il y en a beaucoup quand même au départ de ce Tour de France. Le grand favori, probablement que c'est quand même Jasper Philipsen, qui a éclaboussé de sa classe le Tour de France l'an dernier. Après, Philipsen, attention, parce que cette année, il est un peu plus orienté classique que sprint, donc peut-être une pointe de vitesse un peu plus faible. Par contre, il a un super train. Il y aura Axel Laurence pour l'emmener, Soren Kragh Andersen évidemment. Et puis en poisson pilote, Mathieu Van Der Poel, donc toujours très fort. Dans la Visma, on aura peut-être aussi Van Aert qui sera emmené par la porte. Après, côté gros client, on aura aussi Mats Pedersen, Arnaud Delis, évidemment. J'ai aussi noté l'équipe Intermarché qui sera à suivre. Là, ça sera intéressant de voir si on joue pour Gerben Tyson ou pour Binyam Girmay. Je me dis que sur un sprint totalement plat, peut-être que Tyson va un peu plus vite. Donc on verra quelle sera la stratégie qui sera suivie par la Intermarché. Il y a aussi Hugo Page côté français dans l'équipe, mais je pense qu'il n'aura pas trop sa carte cette année sur le Tour de France. Attention aussi quand même à Phil Boos, je pense, à Groenewegen. Groenewegen, là, il va passer. C'est pas trop dur. En plus, il a une belle équipe, emmenée par Matthews peut-être, ou Mesgetch. Donc, belle équipe pour Groenewegen. Aussi à surveiller vraiment, Dylan. Nouveau champion des Pays-Bas d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. On aura aussi Cocard pour un top 10 côté français. Euh, Uno X, peut-être pour Alexander Christophe ou Oren Skold. On verra pour qui ça sera. Et après, on a plein d'autres sprinters en lesquels j'ai un peu du mal à croire. Je sais pas comment dire. Je vais vous les lister, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir, mais il y a Sam Bennett. Sam Bennett qu'on a vu très fort sur les 4 jours de Dunkerque, mais là c'est quand même un autre level. J'ai du mal à le voir exister. Mark Cavendish, pareil, un peu dur, pourtant on sait que l'équipe Astana est vraiment bâtie autour de lui. Arnaud démarre, total méforme, donc dommage pour lui. Pas sûr qu'il soit vraiment capable de briller. Jacobsen, un peu le même cas de figure. Gaviria, pourquoi pas, mais Gaviria, c'est jamais non plus de la classe mondiale pour le sprint. Pascal Ackermann côté Israël, qui est aussi un peu dans le creux de la vague. Sandy Dujardin peut-être pour la Total Energy, mais donc vraiment gros favori Philipsen, Van Aert, Pedersen, Dely, je pense. Un peu derrière Groenewegen, Bauhaus, Tyson, et puis ensuite des gars faire un fond de top 10 du sprint, quoi. Il y en a plein. Des sprinteurs dans le creux de la vague, disons. Et étape 4, on repart encore pour de la montagne. Donc ça, c'est totalement fou de se dire que à l'étape 4, on va grimper le Galibier. Voilà. Une étape courte, seulement 138 kilomètres.
3900 mètres de dénivelé positif et ça arrête pas de monter. C'est toujours en prise, pardon. Sur les 50 premiers kilomètres, on va jusqu'à Sestrières, donc on monte déjà à 2000 mètres d'altitude. C'est super long. C'est un faux plat un faux plat montant, pardon, très long. Ça va faire mal aux pattes. Une courte descente, 10 bornes à peu près, col de Montgenèvre, pas très dur, 8 kilomètres à 6%. Mais bon, ça va faire un peu mal aux organismes. Et ensuite, on descend jusqu'à Briançon, et là, c'est le long faux plat jusqu'en bas du Lautaret, col du Lautaret, puis col du Galibier. Donc au total, si on compte le Lautaret dans le Galibier, ça fait 23 kilomètres à 5%. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que le Galibier en lui-même, c'est 8,5 kilomètres à plus de 6%. Donc là, ça va faire mal. Et surtout, en termes d'altitude, on va monter très très haut, puisqu'on va monter à 2600 mètres d'altitude pour le sommet du Galibier, où il y aura des bonifs. Donc là, on fait jouer les attaquants, puis après une descente qui est à peu près OK pour un sprint au bout de la descente. Donc il y a 11 kilomètres de descente, je crois. Non, pardon, plus. 20 kilomètres de descente. Mais donc, pour un petit sprint sur du plat après, s'il y a sprint, euh, là se pose aussi la question de est-ce qu'on pourra monter jusqu'en haut du Galibier? Parce qu'on a une température un peu chelou en France ces derniers temps et apparemment il y a des petits. Le Galibier a été déneigé, mais il y a des petits endroits où c'est incertain et ils sont encore en train de sécuriser la route. Donc on espère vraiment qu'on pourra monter en haut du Galibier. En tout cas, ce qui est certain, c'est que UAE cette fois-ci devrait rouler très fort pour tester notamment Vingegaard, Evenpool, tous les autres. Il y aura forcément des défaillances, je vais pas vous dire qui, mais je sais pas. Mais quatrième étape seulement et déjà le Galibier. C'est pas si dur que ça, mais c'est très très long, ça monte très très haut et c'est très tôt dans la course. Donc il y aura forcément des défaillances. Je pense que UAE va jouer pour la victoire, ça c'est certain, donc je vois pas trop l'échappée gagner, je vois pas l'échappée passer en haut du Galibier. Donc est-ce que ça sera Poggi seul ou est-ce qu'il y aura un petit train avec plusieurs coureurs qui peuvent suivre en haut du Galibier? Parce que Poggi peut aussi s'imposer au sprint, hein, sans faire trop d'efforts, dans un sprint de grands grimpeurs en bas de la descente. Euh, qui pourrait être là aussi Roglic, pourrait faire un petit sprint. Surtout qu'il pourrait aussi avoir encore autour de lui Vlasov et Hindley. S'ils sont lâchés, ça peut aussi potentiellement revenir dans la descente, qui est pas très technique, il me semble. Après, côté grimpeur qui pourrait rester avec les UAE, bon, évidemment Vingegaard, Jorgensen, Carlos Rodriguez. Je pense aussi Giulio Ciccone pour la Lidl, qui est pas mal ces derniers temps, donc je le vois bien s'accrocher. Peut-être, alors là, ça dépendra, Simon Yates, Enric Mas, Félix Gall, tout ça, c'est déjà des gars, on a pas mal d'incertitudes sur eux, donc à leur meilleur niveau, ils pourraient suivre évidemment, mais est-ce qu'ils seront à ce moment-là du Tour de France, c'est pas certain. Buitrago, pourquoi pas, j'en avais déjà parlé. Côté français, pourquoi pas Gaudu et Martinez pour s'accrocher. Guillaume Martin, j'y crois pas, désolé pour lui. Kevin Vauquelin, ça risque d'être un peu trop dur. Et puis une grande question aussi, c'est est-ce que Evenepoel sera là? On sait qu'il a du mal à entrer haute montagne. On sait qu'il a une préparation un peu courte. Donc là, ce sera le premier gros test pour Remco Evenepoel. Et puis après, si ça joue au sprint, il pourrait avoir une bonne place. Mais moi, j'ai un peu peur pour Remco sur cette étape-là. Autre élément que je me suis noté aussi, c'est que potentiellement que le maillot jaune, si c'est pas un UAE, sera encore là. Et est-ce qu'il pourra suivre ou pas pour s'accrocher et le conserver de manière un peu héroïque, ça pourrait être aussi un petit truc sympa à suivre dans cette étape. Ensuite, pour la suite du parcours, on reste sur du un peu plus classique de première semaine de Grand Tour, puisque les étapes 5 et 6, donc étape 5 qui part de Saint-Jean-de-Maurienne et qui va à Saint-Vulbas, et puis la sixième étape qui part de Mâcon et qui va jusqu'à Dijon, c'est des étapes de plat, pas très longues, 177 et 163 km, où tous les sprinteurs vont passer. Donc là, on en revient un peu à ce qu'on disait sur l'étape numéro 3, quoi. Les gros sprinteurs, Philipsen, Delille, Pedersen, on connaît la chanson. Et donc, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Très clairement, il y a même pas beaucoup de points à prendre pour la montagne, donc là, ça va être est-ce qu'on a une échappée? On a vu que sur certains grands tours, maintenant, sur les étapes très plates avec peu d'enjeux, parfois il n'y avait pas d'échappée, puis après ça s'animait, par exemple à 50 km de l'arrivée. Donc ça sera des choses qu'on pourra suivre un petit peu au cours de cette étape, sinon on fera la sieste, hein, c'est pas grave. Après, c'est le Tour de France, donc il y a une plus grande exposition médiatique. Donc peut-être que les équipes invitées vont un peu plus quand même faire le job pour aller dans les
échappées pardon, publicitaires, mais aucun doute pardon, que ces deux étapes reviendront aux sprinters. Et donc, c'est ceux qu'on a cités pour l'étape 3. On passe à l'étape 7, qui est déjà décisive pour le classement général, tout comme l'étape 4, je pense, où on peut avoir déjà des beaux écarts. C'est le premier chrono entre Nuit-Saint-Georges et Gévrey-Chambertin. Donc, c'est 25 km avec une bosse au milieu. Sinon, le reste est globalement plat, mais la bosse n'est pas négligeable. Donc, c'est 1,5 km à 6,5%. Donc, ça monte quand même. C'est pas du faux pourcentage. Et ensuite, on a un faux plat qui monte encore un peu jusqu'au deuxième point intermédiaire du chrono. Euh, Quand même court, 25 km, mais je pense qu'on aura déjà des beaux écarts. Euh, qui va gagner? Est-ce que ça sera un pur spécialiste ou est-ce que ça sera un grimpeur-rouleur? Et dans les grimpeurs-rouleurs, je mets des mecs comme Pogacar, Evenepoel ou Vingegaard. Euh, il faut dire que dans les purs spécialistes, on n'a pas grand monde en fait. On a peut-être Van Aert si on le met, mais on ne sait pas trop dans quel état il sera. Stéphane Bisseguer, mais moi j'y crois pas trop. Campenarts, mais c'est plus le Campenarts Prime de l'époque. Warren Schuld, peut-être, qui est champion de Norvège, pardon, contre-la-montre. Peut-être Stefan Kung, qui est peut-être le seul vrai chronomane en forme qui sera là, je pense. Mais moi, j'ai quand même du mal à voir cette étape échapper à Remco Evenepoel, peut-être. S'il est en forme, ça sera vraiment très parfait pour lui. En termes de concurrence, il aura évidemment Vingegaard, parce que Vingegaard, sur un chrono de grand tour, il faut pas l'écarter. Après, c'est un chrono où il n'y a pas vraiment de dénivelé. Vingegaard ne sera pas à son top non plus. Et c'est un chrono de début de tour. Donc autant sur les chronos de fin de tour, ça favorise plus les grimpeurs parce que ça se joue à la fraîcheur. Là, ça sera pas la même que le chrono de Combloux de l'an dernier. Donc peut-être que Van Aert, par exemple, sera devant lui sur ce classement-là. Van Aert, c'est aussi la grande incertitude en termes de sa forme, mais ça peut être des outsiders par rapport à Evenepoel. Évidemment, Roglic, c'est un mec qui peut jouer sa carte là-dessus. Geraint Thomas, est-ce qu'il sera en forme? Je pense qu'il a plutôt un rôle d'équipier, donc pas sûr qu'il joue à fond sur ce chrono-là. Et puis après, on a l'Armada UAE qui va jouer sa carte évidemment. Yates sera un peu court, mais sinon, on peut avoir des très gros temps de Pogacar évidemment, pas besoin d'en parler, mais aussi Almeida et Ayuso. Et donc là, le petit enjeu de savoir si on est resté sage dans le Galibier, si on est resté sage dans les étapes 1 et 2, c'est pas impossible que tout ce beau monde soit dans le même temps au départ de l'étape. Et donc, imaginons que Almeida ou Ayuso roule un peu plus vite que Pogacar, c'est pas totalement exclu. Je pense que Pogacar sera peut-être le premier quand même, mais c'est pas exclu que Almeida et Ayuso soient plus rapides. On pourrait hypothétiquement avoir Almeida ou Ayuso devant Pogacar au général, euh, au- après l'étape 7. Et peut-être là, clairement, un nouveau changement de leader, probablement. Peut-être Remco Evenepoel s'il n'a pas lâché dans le Galibier. Après, Evenepoel sera peut-être en jaune après la deuxième étape, après que je vous disais. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à voir. Euh, Premier élément quand même à noter, c'est que tous les favoris devraient être à peu près dans les mêmes temps, en termes d'heure de départ, je veux dire. Enfin, pas à l'arrivée évidemment, mais en heure de départ. On aura déjà un bel écrémage sur les premières étapes, donc je pense que tous les favoris partiront à la même heure, parce qu'il y aura des écarts, et donc on risque pas d'avoir d'effet météo pour les différencier les uns par rapport aux autres. Mais donc moi je dirais quand même Evenpool favori, mais ça va être serré entre tous ces coureurs-là. Et donc peut-être Kung pour s'inviter un peu dans la course à la victoire parmi les grands favoris. Et là, on va déjà avoir des gros écarts, je le disais, donc peut-être qu'entre les Evenpool, Roglic, Pogacar, il n'y aura pas beaucoup d'écart, mais sur les purs grimpeurs, les Félix Gall, les David Gaudu, etc., il y a moyen d'avoir déjà plus de 2 minutes de retard. Donc, ça sera vraiment le première étape clé après le Galibier, je pense, ce chrono. Très intéressant à suivre. Étape 8, ensuite. Donc, étape qui arrive à colomber les deux églises, la ville du général de Gaulle. Alors, sur le profil, on pourrait se dire étape assez difficile parce que ça monte et ça descend tout le temps. Mais c'est plus des faux plats qu'autre chose quand même, hein. De toute façon, il n'y a qu'à regarder le nombre de côtes répertoriées, il n'y en a que 5 de troisième et quatrième catégorie. Donc, je pense que c'est quand même un truc plutôt pour les sprinters, cette étape-là. Il y a 2300 mètres de dénivelé positif. L'arrivée en faux plat montant, puis en vraie côte sur les 100 derniers mètres. Puisqu'en fait, le dernier kilomètre à 4%, si je dis pas de bêtises. Et on a les 125 derniers mètres qui sont à 8%. Donc là, c'est vraiment très pentu sur la fin. Après, on va arriver avec beaucoup de vitesse quand même. Donc,
Sprint de très gros costauds, surtout qu'on sera emmené sur une route assez large. Et je pense pas qu'il y aura de groupe qui sera vraiment sorti avant. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui peuvent contrôler, je pense. Donc c'est pour ça que je mets pas trop de chance sur l'échappée pour l'instant non plus, sur cette étape 8. Pour moi, les favoris, ça sera peut-être quand même, je dirais quand même Van Der Poel et Van Aert. La rampe finale me fait un peu peur pour des gars comme Philipsen. Matthews peut aussi jouer sa carte, très clairement. Mats Pedersen, pourquoi pas. Binyam Girmay, évidemment. Mais je me dis que ouais, peut-être que des Philipsen ou des Arnaud Delis seront trop courts sur ça. À moins qu'ils fassent un énorme sprint en force, mais là, les 125 mètres à 8%, ça va quand même me piquer sévère. Peut-être même qu'on aura des mecs comme Roglic pour se mêler au sprint, j'en sais rien. Pogacar, pourquoi pas? Franchement, un Pogacar qui se mêle au sprint, c'est vraiment pas indécent. Après, on aura peut-être des profils un peu plus punchers, des Thomas Pidcock, évidemment. Après, c'est tous les mecs qu'on a déjà cités, hein, les Bettiol, les Stephen Williams, Magnus Cort Nielsen, Fred Wright. La Movistar aussi qui a des belles cartes avec Aramburu, Oyer Lascano. Donc voilà, je pense plutôt quand même Van Der Poel, Van Aert avantage. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir des gros sprinters qui arrivent à tenir là-dessus. Et puis pourquoi pas Pogacar, Roglic qui se mêlent au sprint en fait. Euh, Côté français, peut-être Romain Grégoire, Axel Zingé pour le sprint, Paul Lapéra, le nouveau champion de France. Et puis après, je pense que Christophe Laporte sera en tant qu'équipier pour emmener Van Aert, donc je le mets pas trop dans l'équation. Mais donc, on aura quand même peut-être une belle bagarre entre l'échappée et le peloton, mais moi je mets un gros avantage au peloton, avec un sprint de costaud. Et enfin, la dernière étape de cette première semaine, c'est l'étape numéro 9, qui part de 3 et qui va jusqu'à 3. 200 bornes, 2000 mètres de dénivelé positif, et surtout, c'est l'étape des chemins empierrés, les chemins blancs, chemins de vigne, je sais pas comment on appelle ça exactement pour la région de Troyes. Euh, Étape qui a une grosse hype, et c'est là que je vais vous mettre une petite douche froide. Moi, je pense qu'il va pas se passer grand-chose sur cette étape-là. Donc étape 9, ça fait quand même 9 jours de course depuis le départ, mais les difficultés principales, en fait, il y a des chemins blancs jusqu'à l'arrivée. On a des gros secteurs un peu avant l'arrivée, mais c'est très plat. Et en fait, les chemins qui sont difficiles, c'est plutôt dans l'étape et j'ai du mal à voir des mouvements de course pour les favoris ou général, parce que les secteurs sont situés trop loin de l'arrivée. On n'est pas du tout sur un type de Strade Bianche, là on est plutôt sur du... Même pas Paris-Tours, c'est plus facile que Paris-Tours, je dirais. Donc Roléon, mais sauf que c'est pas des pavés, c'est des chemins, je sais pas. Je pense quand même qu'on aura des sprinters pour jouer la victoire. Moi, je pense que des Philipsen, Pedersen, Arnaud Delis, Binyam Girmay, c'est toujours un peu les mêmes profils que pour l'étape dernière, l'étape 8, devraient passer sans trop de problèmes. Peut-être qu'il manquera quelques sprinters, mais je pense qu'il y aura quand même beaucoup de coureurs qui seront là pour jouer la gagne. J'espère évidemment que la course me donnera tort, mais j'ai quand même l'impression qu'on se dirige plutôt vers de, un sprint à cet endroit-là, à 3. Est-ce qu'on aura des offensives? Et déjà, je pense qu'il y aura une belle échappée. Peut-être qu'on aura. C'est peut-être là qu'il y aura la première échappée victorieuse quand même, si les sprinters sont pas assez bien organisés. Euh, Peut-être une échappée victorieuse, mais après, pourquoi pas des offensives aussi de coureurs un peu plus flandriens sur la fin du parcours. On a des équipes comme Alpecin qui peuvent exactement jouer la course flandrienne, hein. Quant à Krag Andersen, même Philipsen en vrai, Van Der Poel, Axel Laurence, tu peux jouer un peu à la flandrienne. La Visma, pourquoi pas aussi. On a la Lidl Trek qui peut un peu assumer le poids de la course, donc peut-être une course débridée, mais moi je vois quand même plutôt un groupe assez massif arriver à l'arrivée et se jouer la victoire. Ça dépendra aussi de l'état de fraîcheur des coureurs, puisqu'on a 9 étapes. En fonction de ce qui sera passé dans les premières étapes, parce qu'on a quand même des étapes difficiles, peut-être que les équipes de sprinters seront plus ou moins enclins à rouler pour la victoire. Mais donc, j'ai quand même du mal à voir des différences pour les favoris du général. Très clairement, sur cette étape-là. La route est longue jusqu'à Paris, enfin jusqu'à Nice du coup. C'est le Tour de France et j'ai du mal à voir Pogacar quand même attaquer là-dessus. On sait qu'il a du panache, mais si jamais il y a des incidents, là, peut-être sur des incidents, on peut voir des favoris lâcher un peu de temps.
Comme sur l'étape des pavés à l'époque où Vingegaard et toute la Visma étaient partis un peu en couille. Désolé pour le mot vulgaire, mais à moins d'incidents techniques, je suis pas certain qu'on ait beaucoup de favoris qui soient piégés sur cette étape-là. Donc si on récapitule en termes de favoris, et bah, étape 1, je pense pas que ça va peut-être. C'est une étape très difficile, mais je pense pas que les favoris soient trop départagés. Sur l'étape 2, on a moyen de sortir en puncher, donc peut-être des premiers écarts, surtout avec ces bonifs qui sont intelligemment placés à 10 bandes de l'arrivée. Faut dire que l'étape 2, j'aime beaucoup vraiment le tracé. Étape 1 et 2, elles me font vraiment plaisir en termes de tracé. Étape 4, évidemment, les premiers écarts entre favoris. Après, on peut très bien arriver à 20 ou 30 en bas du galibier, hein, mais je pense quand même que UAE va tester Vingegaard, donc on devrait avoir déjà de la grosse bagarre dans l'étape 4. Étape 7 contre la montre, évidemment. Peut-être les plus gros écarts de la semaine. Et les plus gros écarts, peut-être avant les Pyrénées, hein, très clairement. Et étape 9, je vous le disais, j'y crois pas trop pour les différences entre les leaders. Mais globalement, un parcours assez intéressant. On va pas trop se faire chier, à part sur les étapes 3, 5 et 6. Le reste, franchement, ça va être très animé, surtout les étapes en Italie qui sont vraiment très ouvertes. Donc moi, j'ai très hâte de cette première semaine du Tour de France. Euh, Autant peut-être la deuxième semaine avant les Pyrénées, il va pas se passer grand-chose avant le week-end pyrénéen. Mais là, la première semaine, pardon, on a beaucoup d'étapes assez ouvertes et c'est pas pour me déplaire. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On se retrouve donc a priori la semaine prochaine pour un débrief de la première semaine et puis la présentation de la deuxième. Profitez bien du Tour de France, essayez de regarder ça quand vous pouvez, de mettre des RTT au travail ou même du télétravail juste pour pouvoir regarder un peu ça chez vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!